Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de la rédaction de ces 15 heures. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu une délégation éthiopienne. Il s'agit du secrétaire général de la primature éthiopienne et également ex-ministre des Finances de ce pays ami. La journée nationale de la plantation a été célébrée à Djibouti, ville comme dans les régions de l'intérieur du pays. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Télé Djibouti et merci de votre fidélité. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin, au milieu de la matinée au palais présidentiel, l'actuel conseiller à la primature éthiopienne et ex-ministre des Finances de ce pays ami et voisin, Sofiane Ahmed, porteur d'un message écrit du Premier ministre éthiopien, Haïle Mariam Desalegn. À l'issue de ses entretiens avec le président Guelleh, M. Sofiane Ahmed a indiqué à la presse nationale que le message remis portait sur la détermination de l'Éthiopie à poursuivre les partenariats stratégiques et d'intérêt majeur, notamment sur le plan économique pour les deux pays et les deux peuples. Au-delà, le Conseil du Premier ministre éthiopien a affirmé que les discussions ont permis de faire le point sur l'évolution des infrastructures en cours de construction, notamment ferroviaires et routières entre Djibouti et l'Éthiopie. Il a également révélé que les deux parties ont évoqué ensemble leur collaboration par le moyen de la réalisation d'oléoducs autour de l'exploitation du gaz décelé dans la région Somalie d'Éthiopie. Outre sa rencontre avec le président de la République, M. Sofiane Ahmed participe à la réunion de 2 jours de l'IGAD sur la paix et la sécurité dans la sous-région et qui a ouvert ses portes ce matin à Djibouti. Le ministre djiboutien de l'économie et des finances, Elias Moussa Dawale, a pris part à l'audience entre le chef de l'État djiboutien et le conseil du Premier ministre éthiopien, M. Sofiane Ahmed. Je vous propose à présent d'écouter l'interview que nous a accordée le ministre de l'économie et des finances, M. Elias Moussa Dawale, juste après la sortie de l'audience entre le secrétaire général de la primature éthiopienne et le président de la République. M. Sofiane, naturellement, est un ami de Djibouti. C'est quelqu'un qui est très très familier de nous. Il est venu cette fois-ci apporter un message écrit du Premier ministre éthiopien à son frère président de la République de Djibouti. Et ce message portait naturellement sur la coopération, sur le développement des infrastructures, mais également sur tout ce qui concerne les différentes réunions qui auront lieu bientôt, notamment sur maintenant le démarrage de l'opérationnalisation de ces grands projets de chemin de fer. Voilà grosso modo sur quoi ça portait. Et naturellement, nous discutions également des différentes infrastructures à venir qui vont lier entre nos deux pays. Le ministre de la Défense nationale, Hassan Dal Arhoufani, accompagné d'une importante délégation composée notamment du général Zikri Cher Ibrahim, général de division, le chef d'état-major des armées et le général de brigade Osman Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, ainsi que le général de brigade Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense et d'autres officiers, ont visité ce matin le camp d'entraînement et de cohésion de Mariama, où le détachement à la relève du bataillon Hill 1, déployé en Somalie depuis 2011, se prépare pour partir bientôt sur Beledweyne et plus précisément sur la région de Hiran où est installé en ce jour même le premier bataillon Hill Walal. Le ministre a tout d'abord assisté à une présentation sur le plan humain et matériel du détachement. Il a ensuite suivi un exercice de synthèse et a pu s'entretenir avec les soldats à cette occasion. Cela a permis au ministre de la Défense de mesurer concrètement sur le terrain le niveau atteint par le détachement de relève du bataillon Hill dont le déploiement en Somalie est imminent. maanta kow ma aha jabuuti waagii ay tagtay waxay ahayd 2009 in ay shacbiga Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay duco iyo dadaal iyo soo dhaweyn ay ciidankeena kula jiraan ay u hayaan waxaan guusha ku gaarnay waxa weeye kalsoonida ay na siiyeen
garabgalka ayna garab galeen shacbiga degmada. Je vous propose à présent d'écouter l'interview que nous a accordé le ministre de la Défense nationale, Hassan Darar Houfani, quand il était à Mariama. Pour la première rotation du bataillon Hill 1, on a ici plus de 200 soldats qui sont sélectionnés et entraînés pour remplacer, pour faire la relève, pour prendre la relève du bataillon Hill 1 qui est sur le terrain depuis plus de 2 ans. Et ça va se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Nous sommes lancés pour relever le bataillon Hill 1 avant la fin de l'année. Sous le patronage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, la direction de l'Agriculture et des Forêts a lancé ce matin, comme je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, la journée nationale de la plantation. Cette journée parrainée par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, s'est déroulée en présence de l'ingénieur agronome et directeur de l'Agriculture et des Forêts, Ahmed Mohamed Ali, l'ingénieur agronome, Hawa Nour Ismail, ainsi que les différents responsables du ministère et de la direction de l'Agriculture. Cette journée nationale de la plantation a débuté à Haramous, où des arbres ont été plantés en présence du ministre qui lui a aussi pris part à cette plantation. Après Haramous, ce fut le tour du virage sur la route de l'aéroport où des arbres ont été plantés, ainsi que sur la route de Dorale qui regroupe 3 ronds-points. La société civile et l'Office national de la voirie, ainsi qu'une société nationale, a pris part à cette journée nationale de la plantation. Cette journée nationale de la plantation est célébrée dans la capitale, mais aussi dans la région de l'intérieur du pays. Le secteur de Douda a aussi pris part à la journée de plantation. Ils ont planté des arbres à l'hôpital de Douda ainsi que dans d'autres endroits. Rappelons que la célébration de la journée nationale de la plantation est célébrée dans chaque pays et les objectifs sont multiples et visent à la fois à améliorer le cadre de vie des populations, aussi bien rurales qu'urbaines, et de répondre aux besoins vitaux qui est de combattre la désertification et surtout à servir à la production alimentaire. Et c'est dans cette optique que le président de la République a initié le programme de plantation de 600 000 arbres de 2015 à 2016 avec la plantation de 100 000 arbres par région ainsi que dans la capitale, Djibouti-Ville. Je vous propose à présent d'écouter le directeur de l'agriculture et de la forêt, Ahmed Mohamed Ali, qui, dans son allocution, a précisé que cette journée nationale de la plantation est célébrée chaque année à Djibouti. Je vous propose de l'écouter. Cette journée est célébrée dans chaque pays à des dates fixées par leur propre gouvernement. Donc nous avons aujourd'hui instauré la date du 16 novembre comme journée nationale de l'arbre. Bien sûr, la journée internationale suivra le 21 mars et donc nous serons déjà prêts à pouvoir mettre sous pépinière plusieurs plants que nous allons distribuer et continuerons à distribuer et à planter sur l'ensemble de la ville de Djibouti. Le programme de 600 000 arbres concerne les 5 régions, y compris Djibouti, ville, à raison de 100 000 arbres par région. Donc, la même journée, aujourd'hui, est célébrée dans chaque région par le lancement de la plantation d'arbres. L'arbre est une source de vie, comme vous le savez. Donc, là où il y a un arbre, on sait qu'il y a des êtres vivants. Le ministre de l'économie et des finances, Elias Moussaïd-Doualé, a tenu une réunion de travail avec une délégation du Fonds saoudien, conduite par Fawzi Al-Alwan Al-Saoud, directeur adjoint des opérations du Fonds saoudien. Cette réunion a porté sur des nombreux financements par le FSD au profit de la République de Djibouti, dans un projet de construction de 1000 logements sociaux à Balbala, un projet de prêt supplémentaire du port de Tadjoura, mais encore un projet de financement du Fonds de développement économique de Djibouti en faveur de jeunes diplômés, un projet de financement pour une seconde ligne d'interconnexion électrique Djibouti-Éthiopien et 2 projets de dents concernant les 15 terrains omnisports en cours sur l'ensemble du territoire national et le barrage de Sadaï à Obok. Ont assisté à cette réunion Nouh Omar, le secrétaire général du ministère des Finances.
À l'occasion de la commémoration donc de la journée africaine de la sécurité routière qui est célébrée chaque année le troisième dimanche du mois de novembre, qui est aussi la journée mondiale des Nations Unies pour les victimes de la route, une réunion de travail s'était tenue hier au Palais du Peuple. Cette réunion de travail a réuni le ministre des Transports, Moussa Hassan, le ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane, le commissaire au plan chargé des statistiques, Amr Al-Saïd, le directeur des Transports, Ali Ahmed Youssouf, les représentants du ministère de la Justice, de la Gendarmerie, des Assurances et du secteur privé. Le large panel de participants à la réunion a été l'occasion d'échanger sur la situation en matière de sécurité routière en République de Djibouti. Il a été indiqué que l'augmentation du trafic routier, la croissance accélérée du parc automobile et les manquements nombreux au code de la route provoquent une augmentation du nombre des accidents corporels et matériels. La réunion a été également l'occasion aussi de présenter le plan d'action de la décennie de la sécurité routière africaine. Le résultat de cette réunion est qu'un groupe de travail intersectoriel regroupant toutes les parties prenantes de la sécurité routière doit être mis en place afin de proposer les mesures les plus urgentes à mettre en œuvre dans les plus brefs délais, et ce pour améliorer la situation qui prévaut aujourd'hui. Les participants ont également souligné l'importance du renforcement de la formation des jeunes conducteurs, la mise en œuvre des programmes d'information et d'éducation à la sécurité routière pour toutes les catégories de la population, les conducteurs, les piétons, les jeunes et le public scolaire. Le secrétaire général de la primature, Negib Abdallah Mohamed Kamil, coordinateur du programme national d'investissement, le PIN, a dirigé ce matin une réunion avec la délégation qui a été reçue par le ministre des Finances, la délégation saoudienne conduite par Fawzi Alwan Al Saoud, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme dont une partie est financée par le Fonds saoudien. Le Fonds saoudien participe au financement du PIN à hauteur de 50 millions de dollars qui vont de manière prioritaire contribuer à la réalisation des secteurs suivants, à savoir la réhabilitation des voiries urbaines selon la méthode IMO, l'électrification rurale, les logements sociaux, la mise en place d'une école d'ingénieurs ou encore la réalisation des études de l'eau potable à Bissidoro. Negib Abdallah Mohamed Kamil a relevé le haut niveau des liens fraternels unissant les deux pays en insistant sur l'appui toujours conséquent que le Royaume d'Arabie Saoudite fournit à notre pays. Fraternal links between our two countries and the support always important that Saudi Arabia. Il est temps de retrouver l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après. كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. On va ensemble pour la suite de ce journal du 15h. Et nous partons dans la région de Tadjoura, où les représentants du conseil régional et le sous-directeur du ministère de l'Agriculture, l'ingénieur Baragou Jassid, et le président de l'annexe de RPP de cette ville de Tadjoura ont initié la plantation des arbres dans un premier temps sur les ronds-points, les CDC ou dans les artères principaux de la ville blanche. La société civile, les ONG régionales, les représentantes des femmes et des jeunes de cette grande ville de Tadjoura ont également participé à cet événement. Le sous-directeur a produit beaucoup de plantes a planté plutôt beaucoup de plantes pour que le reboisement continue dans toutes les sous-préfectures de la région. Ainsi, le reboisement a eu lieu à Randa, à Dora ou encore à Dailou. Enfin, le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Bonaïta, a soulevé que le projet de la plantation des arbres est une initiative de son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dont le but recherché est d'assurer le reboisement dans l'ensemble du pays. La région de Tadjoura tient à saluer cette initiative et espère continuer dans cet élan dans le reboisement de l'artère principale, du chef-lieu et de l'ensemble des secteurs des régions de Tadjoura. Toujours dans la célébration de cette journée nationale de la plantation d'arbres. Cette fois-ci, revenons dans le sud du pays, notamment dans la ville d'Arta, où les activités de plantation d'arbres ont été également célébrées, initiées par le préfet de la région d'Arta, Abdellah Darouki, et son adjoint, Mohamed Fouzi Ahmed, avec le concours du président du conseil régional d'Arta, Omar Jam'oudoua, ainsi que les principaux notables et sages de cette ville d'Arta, ont procédé à la plantation des centaines d'arbres type flamboyant sur les bas-côtés de la route principale à l'entrée même de la ville d'Arta. Cette activité rentre dans les activités d'embellissement de la ville d'Arta pour une meilleure attractivité, mais aussi pour inciter les habitants à préserver et participer au reboisement des arbres. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète, organisée chaque 14 novembre, l'association Mieux vivre avec sa maladie a organisé une soirée de sensibilisation au Centre de développement communautaire de Quartier 3. Cette soirée de célébration de la Journée mondiale du diabète s'est déroulée en présence de la présidente de l'association Mieux vivre avec sa maladie, Saada Mohamed Hassan, et le docteur de la pharmacie de la République, Abdelrahman Mohamed Ahmed, le docteur de la pharmacie Al-Hikma, Dr Ahmed, ainsi que Dr Ne'ma, médecin généraliste. Outre cette soirée, a vu également la participation des membres de l'association et les adhérents qui ont de leur côté pris part à cette célébration. Par ailleurs, la pharmacie de la République et la pharmacie Al-Hikma ont contribué ensemble et octroyé gratuitement des médicaments à l'association Mieux vivre avec sa maladie pour les soutenir et pour qu'ils puissent à leur tour distribuer aux personnes diabétiques qui n'ont pas les moyens de s'acheter les médicaments pour le diabète. Rappelons que l'association Mieux vivre avec sa maladie est une association à but non lucratif et qui apporte une forte assistance psychosociale aux personnes atteintes du diabète, de l'hypertension ou encore du cholestérol. Par ailleurs, depuis sa création en 1991, la Journée mondiale du diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d'une mobilisation collective dont l'objectif est de mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de les prévenir. Et que cette association, normalement, est le but pour aider les gens qui sont diabétiques, qu'on peut discuter. On a créé cette association pour discuter avec eux, pour parler et pour conseiller. Ça veut dire que, je vous préviens, normalement, c'est pas pour donner des médicaments, c'est pas fait pour faire des prises de sang. Nous ne sommes pas des médecins, c'est juste parce qu'on a la même maladie que vous et on peut vous conseiller, on peut discuter avec, on peut parler. Et même des conseils, de donner des conseils de cuisine, faire du sport, faire ensemble beaucoup de choses. Donc on a besoin de beaucoup d'adhérents pour nous soutenir.
Actualité à l'étranger maintenant. La police française recherche activement un individu qui pourrait avoir participé aux attentats de vendredi soir à Paris qui ont fait 129 morts selon un dernier bilan. Son nom est Abdeslam Saleh. Il s'agit d'un Français de 26 ans, né en Belgique. Il fait l'objet d'un appel à témoins et d'un mandat d'arrêt international émis par la justice belge. Commentaire. Abdeslam Salah, dont le frère serait l'un des assaillants du Bataclan, pourrait avoir joué un rôle logistique dans ces attentats, en louant l'une des voitures utilisées par les terroristes, un Polonois. Un autre de ses frères est actuellement en garde à vue en Belgique. 3 kamikazes français ont été identifiés à ce stade. L'un d'eux est Omar Smaïl. Il est né en banlieue parisienne. Il n'a jamais été impliqué dans un dossier terroriste, mais avait été fiché en 2010 pour sa radicalisation islamiste. Condamné plusieurs fois pour des petits délits, il n'a jamais été emprisonné. Plusieurs de ses proches ont été placés en garde à vue pour des vérifications. Les enquêteurs soupçonnent le kamikaze d'avoir effectué un séjour en Syrie en 2014. Le sommet de G20 s'est ouvert ce dimanche à Antalya en Turquie en l'absence de François Hollande qui a renoncé à y participer à la suite des attentats de vendredi. Commentaire également. La France, qui est représentée par Laurent Fabius et Michel Sapin, les ministres des Affaires étrangères et des Finances, espère obtenir des mesures significatives dans la lutte contre le terrorisme. Le président américain Barack Obama s'est engagé à redoubler d'efforts avec les autres membres de la coalition internationale pour obtenir une transition pacifique en Syrie et éliminer Daesh, une force à l'origine de tant de souffrances à Paris, Ankara et ailleurs sur le globe. La crise des migrants et la découverte qu'un des terroristes de Paris était porteur d'un passeport syrien et serait entré en Europe au milieu du flot de réfugiés, pousse Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a plaidé un renforcement du contrôle. Schengen est en danger, non pas à cause des événements récents, mais parce que le contrôle aux frontières extérieures ne fonctionne pas ou fonctionne d'une façon très peu satisfaisante, a-t-il déclaré avant de conclure que selon lui, l'accent doit donc être mis sur le renforcement de la protection aux frontières extérieures pour freiner l'afflux de réfugiés. L'Union européenne tente notamment de convaincre la Turquie de retenir les migrants sur son territoire en échange d'un soutien financier. C'est tout pour l'actualité nationale et internationale de ce 15h. Mais restez avec nous, bougez pas, une courte page de pub. Nagat Fouad pour le focus de ce début d'après-midi. Vous êtes étudiant? Djibouti Télécom vous présente son nouveau forfait spécial étudiant. Doté d'une nouvelle bande passante de 1 méga. Une vitesse de connexion de 1 méga pour seulement 3500 francs par mois. Oh, super! Un forfait pour tous les étudiants. Surfez plus rapidement et profitez au maximum d'Internet. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. En tant que professionnel, je me dois de vous informer des dangers auxquels vous vous exposez en achetant des pièces détachées contrefaites. Voici 2 véhicules Toyota avec plus de 50 000 km au compteur. Dans le moteur de celui-ci est montée une pièce d'origine. Dans celui-là, une pièce de contrefaçon. Et voilà le résultat 10 000 km plus tard. Constatez vous-même. La pièce de contrefaçon est très abîmée et hors usage. La pièce d'origine Toyota est simplement usée. Vous l'aurez compris, pour préserver la vie de votre moteur et de votre famille, vous devez faire confiance à Toyota. Adressez-vous aux professionnels. Rendez-vous au garage Toyota chez Marie l'Automotive, route de l'aéroport. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre 2015, pour chaque recharge 3G de 1500 francs,
Djibouti Télécom vous offre 20 heures de connexion. Votre clé 3G provisoirement suspendue peut être réactivée dès l'enregistrement d'une carte de recharge prépayée. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Que les chaînes Canal+ et Évasion se réunissent, ça donne Évasion+, la formule la plus complète pour toute la famille. Avec le meilleur du sport sur les 4 nouvelles chaînes Canal+ Sport pour profiter des plus grandes compétitions et des plateaux d'experts. 50 films exclusifs. Je m'appelle James Brown. Et 5 nouvelles séries tous les mois sur les autres chaînes Canal+. Et aussi des chaînes de divertissement. Jeunesse. Moi, c'est Gulia. Découverte et éducation de qualité pour offrir du grand spectacle aux plus petits comme aux plus grands. Besoin d'autre chose? À regarder quand vous voulez sur tous vos écrans grâce au nouveau service MyCanal inclus dans votre abonnement. Dès aujourd'hui, profitez de cette formule à un prix plus avantageux. Avec plus de 175 chaînes, radios et services d'exception, dont MyCanal. Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ou vous réabonner à Évasion+? Pour plus d'informations, rendez-vous sur canalplus-afrique.com ou en boutique. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal. On revient ensemble pour la suite de ce journal. Negat Fouad nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Negat. Bonjour Sophie. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour ce Eh bien, ce matin, je vais vous parler de la recherche d'un terroriste, un terroriste qui était complice dans les attentats de Paris. Un autre a été retrouvé, un cadavre du moins a été identifié dans la salle de spectacle de Bataclan à Paris. A-t-on appris hier. Donc l'enquête sur les attentats sanglants à Paris progresse. Dimanche était un jour de recueillement. Donc il serait français selon une source proche de l'enquête, belge selon d'autres. L'un de ses frères placé en garde à vue en Belgique a été remis en liberté selon une source policière. Donc les services antiterroristes sont sans nouvelles de l'autre membre de la fratrie qui pourrait être l'un des kamikazes ou être en fuite selon ces sources. Donc les 3 frères vivaient en Bruxelles, a indiqué une des sources sans être formelle sur leur nationalité. Donc ils sont français selon d'autres et les rumeurs qui courent. Donc où est passé le 3e frère? Donc les services antiterroristes sont sans nouvelles du 3e frère. Il pourrait être l'un des kamikazes ou être en fuite selon des sources proches du dossier. La Belgique a émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Les papiers de l'un d'entre eux, celui dont les enquêteurs sont sans nouvelles, ont été présentés samedi matin lors du contrôle de routier à la frontière franco-belge. Les enquêteurs cherchent à déterminer si c'est bien leur authentique détenteur ou qui leur a été présenté. À ce stade, 2 des 7 kamikazes sont morts et dans les attentats qui a endeuillé Paris où ont été identifiés Omar Ismaël, un Français de 29 ans, résident de banlieue de Paris, et le premier à l'avoir été. Voilà. Santé. En page santé, nous allons parler de l'hypoglycémie, qui est symptôme de l'origine qui peut être lié à différentes maladies, pas uniquement dans le diabète. Donc, hypoglycémie organique, aucune maladie n'est en cause. On parle de l'hypoglycémie fonctionnelle. Donc, les médicaments sont le plus souvent incriminés dans l'hypoglycémie organique. Insuline et ou traitement hypoglycémiant prescrits dans le diabète, mais d'autres médicaments peuvent être responsables également de l'hypoglycémie qui pourrait favoriser par l'âge avancé. Donc la dénutrition, l'insuffisance rénale et les associations de médicaments anti-arytiques ou antidépresseurs. Donc les maladies endocriniennes peuvent aussi entraîner l'hypoglycémie.
chez les non-diabétiques. Donc, insuffisance surrénale également. Donc, l'insuline est une tumeur rare du pancréas. Elle se manifeste par des hypoglycémies profondes d'expression essentielle neurologique sans horaire, mais souvent le matin à jeûne. Et on insolite pour refermer ce focus, Nagad. Et pour refermer ce focus, on va parler d'une famille qui a reçu après 70 ans après la mort d'un homme de 70 ans. De 70 ans, voilà. La famille a préféré se taire sur le contenu de la lettre. Ils ont reçu une lettre, voilà. Le résistant Peter Will, emprisonné fin 1943, à l'âge de 47 ans, avait été envoyé en mai 1944 dans le camp de transfert en Allemagne, apprenant sa déportation au camp de concentration allemand. Il avait écrit à sa femme et à ses 6 fils une lettre d'adieu qu'il n'avait jamais pu envoyer. Donc, dans ce camp destiné à épuiser ses prisonniers par le travail, Peter Will a survécu près d'un an avant de succomber en avril 1945, après quelques jours avant la libération. D'accord, merci Nagad pour ce focus de ce début d'après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes partout où vous êtes sur Télé Djibouti de passer de très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés. Sachez que vous allez me retrouver demain à partir de 11h dans la matinée et que ce soir vous avez rendez-vous avec des nouvelles informations avec Asma Oubaker, Ali Abdillahi à 22h. Inch'Allah. Bye bye.